On attend encore Madame Diaz, si vous êtes dans la salle. Non. Bon. On va commencer. Alors tout d'abord, on présente la table ronde avec Charlotte. Donc on est en master intervention et développement social à l'université Paul Valéry. On est ici pour animer la table ronde qui s'inscrit donc dans la conférence de la lutte contre la pauvreté, ici à Carcassonne. Et on est ravis de vous accueillir. On vous remercie. Donc on va commencer par présenter chaque personne qui intervient. Normalement, il y avait Madame Diaz Audrey, mais qui était responsable du conseil départemental de l'Aude et responsable de l'observatoire départemental de l'observation de la protection de l'enfance, pardon. Ensuite, nous accueillons Béatrice Chardot, qui est de l'association Artotech, directrice. Merci beaucoup. Monsieur Thierry Princé, excusez-moi si j'écorche les noms, c'est ça. Julie Gare et Sandrine Boss qui sont, il me semble, dans l'assistance. Merci. Et ensuite Cécile Nonin qui va être le fil directeur et notre fil rouge qui va présenter son projet de groupe de travail. Merci. Et ensuite nous avons Samuel Joms qui est directeur de l'insertion du logement et de l'accueil de social. Donc je vais passer la parole à... Bonjour. Donc, pour cette table ronde Mieux connaître pour mieux agir, on commencera par l'intervention de Cécile Nonin, qui travaille sur le groupe de travail Connaissance dans le cadre de la stratégie de lutte de la pauvreté. Et on verra par la suite les différents travaux et exemples d'études d'action qui ont été faites. Alors, si je peux me permettre, juste avant votre présentation, il y aura une intervention de la part des Bataclowns. Donc, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc voilà. On prendra ensuite les questions où nos camarades de classe passeront avec le micro et vous passeront, vous présenter forcément et proposer votre question. Et ensuite, à la fin de la présentation de chacun, on va tous rester ici, ça ne vous dérange pas, pour attendre tout le monde. Donc ça sera forcément à la fin des tables rondes et il y aura enfin une conclusion en fin de journée, donc vers 16h. Merci. Donc bonjour, on a un atelier ici qui s'appelle Mieux connaître pour mieux agir, avec l'idée de montrer un petit peu les études, les travaux qui ont pu être mis en place dans le cadre du plan. Et du coup, moi, je voudrais juste faire un retour sur le groupe de travail Connaissance, puisque vous savez qu'il y a plusieurs groupes de travail en charge d'animer le plan, souvent animés par des bénévoles d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est une notion un peu floue, ce groupe de travail Connaissance. Au début, moi, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire, et en fait, c'est justement le groupe de travail qui décline un peu cet atelier. C'est un groupe de travail qui a pour objectif de nourrir les autres groupes de travail, avec un travail justement en amont de recensement de toutes les études, les observations qui peuvent avoir un lien par rapport à tout ce qui est fait dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et qui peuvent permettre d'enrichir les réflexions des autres groupes de travail. Donc il y a vraiment un objectif de recensement, d'aller chercher, voire de proposer des études qui soient croisées, parce que tout le monde travaille un peu dans son couloir, hein, et on a des observatoires qui ne se rencontrent pas toujours. Donc l'idée là, c'est déjà de les mettre autour de la table et de recenser aussi des études qui pourraient être d'un intérêt quelconque pour les autres groupes de travail. Donc ça, c'est en train de se structurer. On avance doucement parce que justement, on est sur du bénévolat, mais je vous expliquerai après qu'on va restructurer un peu le groupe de travail pour que ça avance beaucoup mieux et qu'on puisse vraiment être opérationnel dans ce recensement et de cette rediffusion. Après, l'intérêt d'une démarche de mieux comprendre, l'idée c'est vraiment de mieux comprendre les territoires dans lesquels on intervient
Et de ce fait-là, par exemple, on avait sollicité l'INSEE c'était la DRGSS de l'époque, qui avait demandé à l'INSEE de travailler sur l'étude sur les poches de pauvreté qui existent en Occitanie, parce qu'il n'y a pas que les quartiers prioritaires urbains, il y a aussi des territoires avec des difficultés de cohésion dans les territoires ruraux. Donc, il y avait eu tout un travail, et je vous invite à lire cette étude si vous ne l'avez pas encore lue. C'est vraiment intéressant de voir, d'avoir une vision sur la précarité dans les différents territoires. Et outre ce travail d'étude, il y a aussi l'idée d'être à l'écoute des habitants et de leurs besoins, parce qu'on travaille pour des personnes, des bénéficiaires, des usagers, des habitants. En tout cas, toutes les politiques publiques qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment au bénéfice de personnes, et il faut les écouter, il faut savoir ce qu'elles ont, soit en amont pour voir quels sont les besoins, soit en aval pour voir si ça leur a plu, si ça leur a convenu. Voilà. Ça, on sait que c'est très compliqué, tous, j'imagine, dans la salle, là. La participation des habitants, c'est intéressant, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc il y a tout un travail aussi d'ouverture vers le groupe de travail participation, mais de recensement d'actions. Et je pense qu'on va avoir des personnes autour de la table qui vont parler de ce genre de choses. En tout cas, c'est un vrai sujet, et vraiment il va falloir travailler, essayer de promouvoir ces remontées de parole. Moi, donc, je travaille sur la politique de la ville avec les conseils citoyens, par exemple. Il y a eu des exemples de conseils citoyens dans les quartiers prioritaires, notamment à Nîmes-Est, qui ont carrément réalisé un diagnostic santé pour interpeller sur les besoins de la désertification médicale et les besoins de plus de médecins. Et du coup, ils ont interpellé la municipalité dans ce sens-là. C'était vraiment une démarche ascendante dont l'initiative était de leur fait. Et ils se sont appuyés sur un animateur, sur un sociologue. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre sur leur territoire, toutes les opportunités. Mais ça a été vraiment une démarche ascendante qui, je pense, se fait de temps en temps. Mais il faut essayer de promouvoir cette démarche-là. Et puis, le troisième objectif de cette troisième condition de mieux connaître pour mieux agir, c'est aussi le décloisonnement entre les familles d'acteurs. On travaille tous pour les mêmes objectifs, les mêmes publics souvent, enfin pas souvent, et en tout cas là sur la pauvreté, mais on ne communique pas assez entre nous pour savoir comment on pourrait travailler ensemble, comment on pourrait mieux travailler, comment on pourrait développer des actions en partenariat. Donc c'est vraiment les trois entrées. Et du coup, juste pour terminer ce groupe de travail connaissance, du coup, on va recruter quelqu'un pour nous aider parce que ça va permettre vraiment d'être efficace. On va aussi, il y a l'autre centre de ressources. Donc, on est 2 centres de ressources sur l'Occitanie. On a la seule région avec 2 centres de ressources, mais on travaille très bien ensemble. Et le centre de ressources de Toulouse a recruté déjà, et ils sont en avance. Ils ont recruté une personne qui va justement travailler au recensement des acteurs, à une cartographie. Elle est là. Du coup, bon, on ne va pas en parler très longtemps, donc c'est pour ça qu'elle ne vient pas à mes côtés témoigner, mais c'est vraiment pour mentionner qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour être un peu plus efficaces. Et puis, on va aussi avoir un observatoire de la pauvreté avec Benoît Prévost et l'université Paul Valéry. Tu en diras 2 mots peut-être plus tard, mais en tout cas, ça commence aussi. Il y aura plein de choses qui vont se faire. Pour le moment, on n'a pas encore été très efficace, mais ça va venir. Voilà. Je crois que je peux vous passer la parole. Merci. Alors, du coup, Béatrice Chardot, vous allez pouvoir prendre la suite sur le témoignage de votre association avec l'Artothèque. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais vous présenter ou partager avec vous l'expérience qui a été celle de la SIAE, donc structure d'insertion par l'activité économique, l'Artothèque Sud, dont je suis responsable. Cette étude d'action a été menée en 2021 pour transformer, faire évoluer l'atelier d'insertion vers une SIAE professionnalisante.
Alors, il m'a paru important de poser déjà le contexte général. Donc, Artotech Sud est une association qui existe depuis 30 ans, donc qui a un chantier d'insertion, 23 postes, 14 places BRSA, 9 pour les jeunes, et un atelier aujourd'hui qui est dans le champ de la communication multimédia. En 2019, il a fallu faire on appelle ça un plan de reconfiguration grâce à un DLA. Et 2 objectifs principaux sont sortis suite à ce DLA, accompagnés là encore par pas mal de nos partenaires. L'objectif principal était pérenniser la structure et ses emplois. Donc je pense que tout le monde comprend ce qu'on met derrière ces mots-là. Pérenniser la structure et ses emplois. Donc ça voulait dire qu'il y avait des actions à mettre rapidement en œuvre et à, de façon assez radicale, pour certaines, changer un peu des modes de faire. Donc il s'agissait de transformer les activités de notre SIAE pour développer son attractivité commerciale et pour ce faire développer, professionnaliser toutes les compétences internes, en premier lieu celles des 5 salariés permanents que nous sommes, pour porter cette structure, et évidemment pour les salariés aussi en insertion, donc en CDDI. Et ce qui s'est passé, un axe a été déjà, dans la reconfiguration, a été de regrouper les 2 chantiers historiques, qui étaient un atelier radio et un atelier graphique, avec un atelier sérigraphie. Ça a été complètement abandonné pour fonder un atelier communication multimédia avec un pôle graphique et un pôle vidéo. Donc on arrive là en janvier 2020. Tout le monde se remet à l'époque du premier trimestre 2020 avec un déménagement à la clé, une reconfiguration, voilà, pour relancer et refaire partir sur des bons rails notre SIAE. Évidemment, là, on est un peu comme on a tous été, à avoir à gérer les urgences. Mais ce qui s'est passé, alors on le dit, et notamment avec l'équipe aujourd'hui en souriant, c'est que dans cette crise, évidemment, il a fallu s'adapter très très vite. La priorité a été pour accompagner au jour le jour les salariés en insertion dès le 16 mars. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas, c'était bien en mars. Et donc à développer des outils numériques et à développer nos compétences voilà, de façon totalement expérimentale. On est revenu sur site le 19 mai, assez rapidement des choses se sont mises en place et là on a compris qu'il fallait vraiment faire un bond et accélérer notre transformation des outils techniques, de tout ce qu'on avait. On avait un parc informatique, autant vous dire, c'était vraiment à pleurer. Donc tout s'est mis à changer. Et puis aussi nos compétences, les ressources internes. Voilà, donc ça s'est mis en route. Et au fur et à mesure, des comités de pilotage, le dialogue de gestion avec les partenaires donc en fin d'année, là, revenait plus souvent sur l'idée de devenir une SIAE professionnalisante qui aidait ses salariés en insertion à formaliser les compétences qui déjà étaient en train d'être mises en place, mais de façon, excusez-moi l'expression, un peu one again, quoi, j'ai envie de dire, enfin, vous voyez, un peu comme ça, et de vraiment structurer ça, et aussi, surtout, pour l'équipe, les 2 encadrants techniques, et puis l'assistant administratif, l'accompagnatrice socio-professionnelle, qui, pour pouvoir accompagner les salariés, a développé aussi tout ce qui concerne les outils collaboratifs, Drive, etc., formaliser tout ça, voilà, se professionnaliser. Donc, j'en viens au contexte plus spécifique. On arrive à fin 2020 et là, je ne sais pas si certains s'en rappellent, le fameux FDI, rebond exceptionnel, qui était là pour aider toutes les structures d'insertion face à cette année absolument infernale et terrifiante pour tout le monde. Et donc là, avec les conseils de nos partenaires, en premier lieu l'ADETS et le conseil départemental du Gard qui sont à nos côtés, mais aussi l'AGLO, Nîmes Métropole, on demande ce FDI que l'on obtient pour un conseil. Donc l'étude d'action, là, arrive, un conseil qui va être mis en place sur 2021 pour réaliser une étude au plus près donc, de l'équipe interne, une étude de faisabilité, diagnostic déjà et de faisabilité.
Alors, cette étude, elle a été menée, je tiens à la nommer parce que vraiment, elle a fait pour nous un boulot remarquable. Et on continue à être en lien. Elle s'appelle l'agence Grens, créateur de connaissances, Madame Séverine Charlon. Voilà, une très bonne consultante qui nous a vraiment permis aussi de savoir prendre du recul sur nos pratiques. Donc, cette étude de faisabilité s'est mise en place donc, très concrètement par 8 demi-journées de travail en intra, réalisation d'un diagnostic organisationnel et fonctionnel du chantier, sachant que l'objectif aussi, alors qui n'est pas encore mis en place, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est que les salariés puissent ressortir avec une certification voilà, numérique dont je vous parlerai après. Donc il y a eu des entretiens avec toute l'équipe, une analyse documentaire très poussée, une cartographie des compétences de l'équipe en matière de formation et de pédagogie, tous les profils de poste du personnel, notamment des encadrants, ont été passés à la loupe. On a été sensibilisé évidemment à toutes les réformes de la formation, certification Calliope, les labels chantier école, pour pouvoir, à la fin de cette étude, l'objectif était de développer plusieurs scénarios et pouvoir choisir celui qui était le plus adapté, évidemment, à la structure et au moment où on le faisait. L'analyse aussi de boîtes à outils pédagogiques, enfin voilà, analyse sur toutes les coutures, en collectif et en individuel. Ensuite, l'autre travail a été fait, l'étape d'après, ça a été de nous informer et de nous sensibiliser sur les différentes modalités. Alors, on a eu un atelier sur les modalités de l'AFEST. L'AFEST, donc Action de formation en situation de travail. Cette modalité, je ne sais pas si tout le monde la connaît, qui a été mise en place en 2018, qui a commencé à essaimer dans les entreprises et qui commence aujourd'hui, on le voit de plus en plus, à se répandre, et notamment dans le champ de l'IAE. Ensuite, on a eu un atelier sur la pédagogie chantier école, et enfin sur la multimodalité en formation, les usages numériques, plateformes de formation en ligne, classes virtuelles, etc. Dans la forme, on a aussi été, chacun des 5 salariés permanents qui ont été impliqués dans cette étude d'action, dans ce travail, a eu aussi un entretien individuel d'une demi-journée. Donc, voilà, 8 demi-journées comme ça, en avançant, avec des allers-retours, évidemment extrêmement nourris entre la consultante et puis l'équipe que nous sommes, 5. Je tiens à le dire maintenant, je vais réinsister après, mais cette étude d'action a pu vraiment être menée par une cohésion d'équipe très forte et surtout par une motivation à développer, à développer ses compétences et surtout à les formaliser, à pouvoir dire que nous allions devenir une SIAE apprenante. C'était vraiment, je peux dire une fierté, oui. Je dis aujourd'hui une fierté aussi après l'année 2020, comme chacun on l'a vécu, mais c'était quelque chose comme une revanche, je crois, par rapport aussi à des difficultés, mais comme beaucoup d'associations et beaucoup de collectivités les ont connues. Donc ce travail collectif individuel a été ponctué de 3 comités de pilotage, donc avec nos partenaires qui ont été extrêmement soutenants, donc encore une fois l'ADETS, le conseil départemental du Gard et Nîmes Métropole. Et je voudrais, puisqu'elle est là en face de moi, passer la parole à Madame Céline Schlabach du service de l'UTASI du conseil départemental du Gard, qui a assisté à certains de ces comités. Et parce que je pense que, en plus de la cohésion d'équipe qui a été clé, c'est aussi le travail de partenariat qui a été du début jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'il continue, qui a été extrêmement soutenant et important. Donc, merci. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que ces comités de pilotage intermédiaires, on pourrait dire, en tout cas pour les institutions, en tout cas pour celles que je représente, le conseil départemental, mais mes collègues de la DETS, je pense, partagent aussi le même constat, ont été des moments un peu clés dans l'évolution de cette expérimentation, de cette étude d'action, puisque à chaque fois, la structure a été bien sûr accompagnée, tout ce que vous venez de décrire, mais ces moments-là de concertation avec les différents financeurs, institutions et partenaires de la structure nous a permis d'être associés
aux décisions, hein, même si on savait que la décision appartenait à la structure. Mais le fait d'avoir été associé, pour moi, est quelque chose voilà, qui a été très, très important, qui a apporté une plus-value dans le cheminement, et aussi, je ne veux pas après dévoiler la suite, mais aussi les clés de réussite qui en découlent pour la mise en œuvre de ce qui est ressorti de cette étude d'action. Voilà. Merci. Donc, on l'a commencé au mois de février 2021, le temps de la mettre en place. Le dernier comité de pilotage a eu lieu de mémoire le 9 novembre 2021. Donc, vous voyez, ça nous a quand même bien porté. Avait été, dès le deuxième comité déjà vu, 3 scénarios. Le scénario 1, c'était structurer l'activité de formation au profit des salariés en valorisant les compétences développées avec la délivrance seulement, je mets des guillemets, d'une délivrance d'une attestation de compétences. Ça, c'était le premier niveau. Au-dessus, donc structuration de l'activité par une AFES avec certification des compétences numériques pour l'ensemble des salariés qui passaient ça. Et ce qui amenait aussi évidemment à professionnaliser l'équipe d'encadrement sur la formation situation de travail, notamment ce qui exigeait que tous se forment à des formations tuteurs AFEST et avec aussi une personne qui se forme en tant que référent pédagogique AFEST. Le scénario 3 était enfin passé aussi par l'AFEST et en plus, je rajoute a rajouté une qualification sur le titre RNCP de niveau 3, assistant commercial, avec certification des compétences bureautiques de salariés volontaires. Donc, à l'unanimité, a été choisi, même s'il y a eu des discussions, le scénario 2, qui a été donc la mise en place de la FEST. Je vais vous dire pourquoi voilà, sa pertinence est aujourd'hui vérifiée, validée après quelques mois de démarrage. Déjà parce que c'est le plus proche des pratiques en cours. On était vraiment dans une hypothèse extrêmement positive avec tous les signaux positifs de faisabilité par rapport aussi à la charge de travail et des enjeux en parallèle que nous avions sur le développement commercial. C'est-à-dire, voilà, c'était important. C'était le plus proche de la posture déjà qu'avaient les encadrants, notamment dans un côté assez andragogique auprès des salariés en insertion. Et enfin, il y avait aussi évidemment un intérêt motivation, je l'ai dit tout à l'heure, très fort de l'équipe. Donc voilà, la marche a été assez haute, mais tout le monde était d'accord pour la passer en même temps. Et enfin, c'était aussi la plus pertinente par rapport à la situation économique de la SIAE qui traverse encore un petit peu, mais voilà, une certaine fragilité financière, on va dire. Et le scénario 3, sur lequel les partenaires pouvaient dire, mais ça, nous, on vous verrait assez bien, un titre, voilà, assistant commercial, mais non, voilà, comme on a aussi cet enjeu de développer les activités commerciales, on ne pouvait pas être sur tous les fronts à 5 personnes pour tout développer. J'en arrive à la conclusion, c'est ça, je vois votre regard. Donc aujourd'hui, cette AFEST, puis donc c'est les résultats de l'étude d'action, c'est la mise en place d'une AFEST sur les compétences numériques. Alors très précisément, c'est sur outils collaboratifs pour tous les salariés qui rentrent sur l'atelier au fur et à mesure, et pour certains, quand c'est justifié par rapport à leur projet professionnel, sur Photoshop et InDesign. Pour le moment, aujourd'hui, on a 12 parcours en cours outils collaboratifs et un InDesign et un Photoshop, voilà, avec d'autres projets sur 2023. Donc, l'étude aujourd'hui, donc il y a une confirmation totale de la pertinence de ce choix, la pertinence aussi d'avoir quand même pris le temps, c'est-à-dire quasiment 10 mois pour réfléchir, choisir le scénario, parce que le fait d'avoir fait ce diagnostic poussé, étendu, aujourd'hui nous a fait gagner du temps sur justement la mise en place des outils, notamment des outils pédagogiques, construire les parcours pédagogiques. Il a fallu quand même que tous les salariés se forment les salariés permanents sur les compétences techniques, là je parle au niveau numérique, et ensuite sur les compétences pédagogiques. Voilà, quand cette étude d'action a été terminée, on a eu 6 mois, ça c'était de janvier à juillet 2022, de formation particulière sur le pédagogique, et la FEST a réellement été mise en place depuis le mois de septembre. Ce que ça a apporté,
c'est une analyse très constructive du travail d'accompagnement qui a été fait auprès des salariés en insertion par les permanents et sur les compétences aussi qui ont été déployées. Évidemment, une forte montée en compétences de toute l'équipe via les différentes formations et notamment les certifications qui ont été faites par aussi l'intervention sur site d'un organisme de formation ICERTIS, spécialiste dans la FEST. Et ce que je tiens à dire donc, en conclusion, c'est que la clé a été, on l'a vu, concernant la cohésion, les partenariats, ça a vraiment été le collectif qui a permis de porter jusqu'au bout cette action et qui permet encore aujourd'hui de pouvoir la développer, puisqu'on a des projets sur 2023, de réellement mettre en place la certification PCIE, donc passeport de compétences informatiques européen pour les salariés qui vont le monter. On est en ce moment en dialogue avec notre OPCO qui est Uniformation, avec l'organisme qui valide ces certifications qui s'appelle ICDL. Et ce que je veux dire, c'est que à chaque moment clé de l'élaboration et du déploiement de notre action après cette étude d'action, il a fallu que le collectif joue, c'est-à-dire soit extrêmement réactif et soit lui-même convaincu du bien fondé et des bénéfices. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop dépassé. Ça va. Merci Madame Chardot. On va passer à vous, Monsieur Thierry Princé. Donc vous êtes directeur de l'emploi insertion. C'est bien ça. Vous voulez que je vous passe le micro ? Et si c'est possible, juste de rajouter, de faire attention aux sigles, de bien dire les lettres de chaque sigle, parce qu'on. Merci. Je vais essayer. Bon, ben merci de donner ce temps. Merci pour votre intervention. Et c'est intéressant, bien sûr. Et merci de nous donner ce temps d'échange, parce qu'on est très nombreux, des associations, nous, des institutions, des personnes. Et puis, on travaille tous sur le même sujet, de nos bureaux ou sur le terrain. Et puis, on essaye de partager ce qu'on fait, les uns et les autres, parfois de notre côté, parfois ensemble. Et puis, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on arrive parfois à sortir des personnes de la pauvreté, de la précarité. Alors moi, je travaille au département de l'Aveyron, conseil départemental, avec toutes les compétences que l'on a. Mon voisin travaille au département du Gard. On a les mêmes règlements, on a les mêmes process, mais on est des départements différents. Nous, concernant le nombre d'allocataires du RSA, 4500 personnes. Bien sûr, on n'a pas forcément la même manière de mettre en œuvre les politiques qui sont nationales ou qui sont les nôtres. Alors en 2019, on a vu arriver cette proposition de stratégie nationale de lutte contre la pauvreté avec cette CALPAE, Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté, j'oublie une lettre, peu importe, et sur lequel on a eu l'opportunité de mener des projets sur nos process, par exemple sur le RSA, l'orientation ou des projets d'investissement. Et puis, ça nous a permis aussi de prendre des initiatives et de faire quelques études, puisque prendre le temps de réfléchir pour savoir ce qu'on fait ou pas, ensuite, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc c'est cette opportunité avec la stratégie pauvreté 2019, encore jusqu'à aujourd'hui et sûrement l'année prochaine, où on a conduit plusieurs études, dont une qui est sur le profil des entrants dans le RSA. Voilà. Tous ici, on travaille sur la lutte contre la pauvreté, la précarité, l'accompagnement, l'insertion, et c'est bien un domaine où il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de clichés, souvent de personnes qui ne sont pas de la partie, que ce soit des gens de nos familles, nos amis ou de nos élus, qui ont beaucoup de clichés sur la pauvreté. Et on sait bien que c'est très complexe, ce n'est pas uniquement financier, la pauvreté, c'est bien plus large que ça, bien plus complexe à traiter. Donc on a pris le temps de conduire cette étude sur le profil des entrants dans le RSA, parce que autant on est plutôt bon sur l'accompagnement, une fois que les gens sont là, qui rentrent dans les dispositifs, on s'occupe d'eux, plus ou moins bien, plus intense, mais on s'occupe d'eux quand même. Par contre, et avec toujours cet objectif de les faire sortir des dispositifs après un accompagnement, et si possible avec des sorties positives. Vous êtes dans une IAE, vous êtes rémunéré pour ça, aux sorties positives, vous êtes mesuré pour ça. Donc. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi freiner les entrées ? Le RSA, ce n'est pas un dispositif dans lequel on a vocation à arriver un jour.
Ça peut arriver qu'on tombe dans la pauvreté et qu'on tombe dans le RSA, mais naturellement, on ne doit pas tomber dans le RSA. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive dans le RSA? Et si on peut, évitons qu'une personne, par des dispositifs peut-être un peu plus de prévention, tombe dans le RSA. Alors, on a conduit cette étude. Comme vous, on a eu la bonne idée de démarrer en fin d'année 2019, voilà, et donc après arriver l'année de 2020, donc on pose le sujet, on fait un marché public pour retenir un prestataire qui a commencé ses travaux au début d'année 2020. Bingo, hein, confinement, deuxième confinement, difficulté à faire l'étude, ce qui fait que on n'a pas encore fini cette étude. Voilà, c'est pas grave. On va essayer de la finir. Et puis, c'est pas grave parce que le sujet, de toute façon, il est toujours d'actualité. Donc, le but, c'est de s'en servir dans les mois qui viennent. Alors, dans cette étude, comment on a procédé? D'abord, on a procédé sur nos données statistiques. On a pris nos données statistiques entières de l'année 2019, puis de l'année 2020 sur le RSA. Les statistiques tout le monde connaît ou peut se procurer, notamment tout ce qu'on fournit chaque année à la direction, ce qu'on appelle l'adresse, pour avoir les statistiques nationales, encore un sigle, pardon, voilà, toutes ces données sur les profils. Et puis surtout, on a essayé de choisir un panel d'allocataires du RSA qu'on a questionné. Voilà, on leur a fait un questionnaire sur mesure, qu'on a testé aussi entre nous, parce que parfois dans nos administrations, on utilise des mots, des codes, des termes que nos administrés ne comprennent pas toujours. On y est attentif à ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur écrit. Donc on leur a fait un questionnaire sur mesure, et ce questionnaire, on a pu le réaliser qu'en début d'année 2021. Vous voyez, déjà une année qui était passée, puisque entre les confinements de l'année 2020 et début 2021, on a essayé de trouver un créneau. Notre objectif, c'était de repérer est-ce qu'il y a des profils types, voilà, pour essayer de casser tous ces clichés. Et une fois qu'on avait repéré ces profils types, donc tout de suite, il n'y en a pas de profil type. Malheureusement, il y a des profils multiples, variés, divers. Il n'y a pas qu'un seul profil d'allocataire du RSA. Et surtout, partager ces profils avec nos partenaires, puisque vous voyez qu'on est très, très nombreux, très divers. Il y a le département qui accompagne les allocataires du RSA avec des politiques, mais on travaille bien sûr avec Pôle emploi. Il y a des gens de Pôle emploi dans la salle? Parce que je vais dire un truc sur Pôle emploi. Non. Ouais, je peux? Ouais, d'accord. Donc, avec la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole et puis les associations. Donc, l'idée, c'était aussi de partager cette étude avec eux. Donc, on ne l'a pas encore fait. Hein. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire, c'est un peu la primeur. Mais l'idée, c'est aussi de casser ces clichés, tous ces a priori, et de partager la situation avec tous nos partenaires. Oui, il faudra que je change l'étude, sinon. Oui. France Travail, voilà. Et même en interne, on y a associé nos collègues de la direction de l'enfance et de la famille, puisque dans les profils, dès le départ, on savait qu'on a des jeunes qu'on accompagne dès leur adolescence, jusqu'à qu'ils soient jeunes majeurs, et puis qu'ensuite on retrouve dans le RSA. Et là, c'est malheureux à dire, mais on a tout faux, puisque comment ça se fait que des jeunes qu'on accompagne depuis 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, comment ça se fait qu'à 25 ans, on les retrouve encore dans le RSA? Donc on a conduit cette étude avec l'idée de mettre en place des mesures de prévention. Alors évidemment, c'est là aussi l'intérêt de partager avec nos partenaires, puisque si c'est des mesures de prévention avant que ces personnes entrent dans le RSA, ça veut dire qu'on allait demander à nos partenaires de les mettre en place. Hein, puisque une fois qu'ils sont chez nous, c'est à nous de faire le boulot. Alors on a conduit cette étude avec un bureau d'études toulousain qui nous a aidés là-dessus. Alors, cette étude, on avait également bien sûr les services de l'État, puisqu'on était dans la stratégie pauvreté qui nous a accompagnés tout au long de ce comité de pilotage. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu dans les premiers résultats? C'est d'abord qu'on a un gros bataillon d'allocataires du RSA qui nous arrivent de Pôle emploi. C'est pour ça que j'y viens. On a quasiment un allocataire du RSA sur deux qui est accompagné par Pôle emploi dans le cadre de son... moi j'appelle toujours ça les ACDIC, mais ça a changé de nom, l'assurance chômage, l'allocation de retour à l'emploi, c'est ça? Voilà. Ils ont une allocation, ils sont accompagnés. À un moment, Pôle emploi arrête son accompagnement, mais ils continuent à toucher l'allocation, et puis à un moment, l'allocation s'arrête et on bascule vers le RSA. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand il arrive au RSA, on recueille les données socio-professionnelles et il nous dit « je cherche du travail ». Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'oriente vers Pôle emploi. Bon,
Vous allez dire, vous avez besoin de faire une étude pour vous apercevoir de ça? Ben oui, parce que encore faut-il le partager. Et c'est vrai qu'avec Pôle emploi, ben voilà, on a un allocateur sur 2 qui nous vient de Pôle emploi, qui a suivi un processus d'accompagnement qui s'est terminé, et on le renvoie vers Pôle emploi. Alors, accompagnement global, tout ce que vous voulez, mais n'empêche que c'est un circuit et qui est... c'est stérile. Hein, voilà. Le deuxième point, c'est au niveau des jeunes. Alors, quelque part, l'avantage qu'on a eu de faire cette étude sur les données 2019 et 2020, c'est que, vous l'avez tous vécu, hein, la crise de 2020 a accentué les difficultés sur la précarité sous toutes ses formes. Ça a permis de mettre quand même une grosse loupe sur toutes les formes de précarité. Donc on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de jeunes qui rentraient dans le RSA, des jeunes de moins de 25 ans, alors, notamment les jeunes qui ont des charges de famille, mais aussi beaucoup de jeunes de 25 à 30 ans. Voilà. Là aussi, ça interroge, puisqu'on en a pas mal qui sont suivis par nos services sociaux, de l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, qui passent plusieurs mois, voire plusieurs années sur des dispositifs qui évoluent auprès des missions locales. On a une mission locale départementale en Aveyron, et à 25 ans, ils retombent dans le RSA. Donc est-ce qu'il vaut mieux rien faire, quelque part, ou est-ce que les dispositifs qui sont proposés, qui changent tout le temps, hein, contrat d'engagement jeune, garantie jeune, etc., etc. Voilà. Alors je sais, il n'y a pas de recette miracle, hein, on est bien placé pour savoir. Et voilà, donc ça interroge, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des jeunes? C'est vrai qu'il y a toujours ce passage de 21 à 25 ans où il y a un petit peu un vide d'accompagnement. On s'est aperçu également qu'on avait des plus de 65 ans. Voilà. Ça, il y a le côté intéressant de reculer l'âge de la retraite. Sauf que plus on recule l'âge de la retraite, ceux qui n'ont pas de boulot, ils restent plus longtemps dans le RSA. On s'en est aperçu depuis 2018-2019 et ça a été accentué encore en 2020. Voilà. Ça, c'est les effets pervers. Les mesures sur l'âge de la retraite, j'en sais rien. Mais voilà les effets pervers du recul de l'âge de la retraite. Les gens restent plus longtemps dans le RSA. Voilà. Et là aussi, c'est difficile de mettre en place des mesures d'accompagnement parce que quelqu'un qui a 62 ans, 63 ans, 64 ans, surtout dans la thématique qui est vraiment à la mode, le retour à l'emploi, rien que l'emploi, tout l'emploi, sinon rien d'autre, voilà, c'est vraiment très très compliqué. Et parmi les profils également, là c'est assez surprenant, enfin encore que, la moitié des allocataires du RSA, dont les nouveaux entrants, sont des personnes qui n'ont pas de charge de famille, ce sont des personnes seules. Voilà. Et là, on est sur les vrais clichés. Hein. Je pense que certains d'entre vous travaillent avec des élus. Voilà. Quand on est tout seul, mais vous avez t'as que toi à t'occuper, bouge-toi un peu. Et on voit bien qu'en grattant un petit peu, c'est l'inverse, quoi. En fait, la dégringolade et on se retrouve seul, ce qu'on appelle l'isolement social. Et là aussi, les politiques d'accompagnement, elles ne sont pas forcément adaptées à ça. Hein. On sait très bien faire l'accès aux droits, l'accompagnement individuel, parfois le logement, la santé, mais par contre, la lutte contre l'isolement social, qui est vrai, l'Aveyron, c'est un département qui est très rural. Hein. Peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, hormis Rodez et Millau, mais on est dans la France profonde. Donc, voilà, l'isolement social, c'est un vrai problème. Et on a beaucoup de personnes qui sont RSA, plus de la moitié, qui sont sans enfants, et des femmes seules, ou parfois des hommes, avec des enfants. 3/4 de nos allocataires du RSA sont des personnes, ce qu'on appelle isolées. Donc voilà les profils qui ressortent. Alors maintenant, quoi faire? Voilà. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fini l'étude. Vous n'allez pas tout nous expliquer. Voilà. Alors je vais essayer. Donc cette étude, elle est en cours de finalisation. Les dernières lignes sont en train d'être écrites. Et puis surtout, c'est surtout la manière de la présenter. Parce que c'est pas... Qui n'a jamais fait une étude qui est restée au fond d'un tiroir? Le but, c'est quand même d'essayer d'utiliser ce contenu, de le faire partager, parce que avec nos collègues de Pôle emploi, France Travail, demain, il faut que ça ressorte, quoi. Il y a du public qui est en circuit fermé et c'est pas normal. Et après, on s'aperçoit dans les statistiques annuelles qu'on a X allocataires du RSA qui sont là depuis plus de 2 ans, depuis plus de 5 ans et qui ne sortent pas du dispositif. Voilà. C'est des choses qu'on connaît bien dans les conseils départementaux. Donc, essayons de mettre en place des actions de prévention avec Pôle emploi. Donc, quelque part,
on a bien fait de prendre notre temps parce que l'esprit un petit peu de ce qui nous arrive là, France Travail, c'est exactement ça, que Pôle emploi connaisse tous les allocataires du RSA, quelle que soit leur orientation, et surtout comment on les accompagne avec un référentiel commun, qui soit au RSA, qui soit pas au RSA. S'il est accompagné par Pôle emploi, il a droit à un accompagnement intense, et le but, c'est pas qu'il y reste. Voilà. Alors, c'est pas gagné, parce que ça serait trop simple s'il y avait une recette miracle. La deuxième idée, c'est de travailler aussi avec la mission locale. Nous, on n'en a qu'une qui est départementale. Certainement, il y a d'autres départements qui ont plusieurs missions locales. Mais là aussi, c'est vrai que tous ces dispositifs qui sont modifiés tous les ans, tous les 2 ans parfois, c'est vrai que ça interroge tous ces jeunes qui, là, sont dans la galère et qui restent dans la galère dans le RSA à 25 ans, quoi. Donc là aussi, mettre en place des actions de prévention, parce que au niveau de ces jeunes-là, ils n'ont pas vocation à 25 ans à rentrer dans le RSA et surtout à y rester, quoi. Voilà. J'en ai pas parlé dans les conclusions de l'étude, mais aussi on a ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, où on a un taux d'entrée, sortie, réentrée, ressortie. Voilà. Là, on a aussi ce public-là, les travailleurs indépendants, quel que soit leur statut. Là aussi, il y a je me le suis fait expliquer plusieurs fois, mais entre les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, enfin voilà, c'est aussi assez compliqué. On a des services qui connaissent ça, je ne sais pas tout. Là aussi, mettre en place des mesures de prévention, notamment pour aider au retour à l'emploi salarié pour certains d'entre eux, puisque on est tous, dans la partie Occitanie, on a tous ces mêmes problématiques de pénurie de recrutement dans certains métiers, des métiers en tension. Donc quelqu'un qui a son rêve de créer ou de faire vivre son entreprise, on ne va pas lui briser son rêve, mais en attendant, peut-être il pourrait aller chercher quelques heures de travail salarié. Ce n'est pas incompatible. Voilà. Et puis plus globalement, l'idée c'est que tous nos partenaires, le département de l'Aveyron comme tous les départements, travaillent avec des partenaires associatifs, l'insertion par l'activité économique, tous ceux à qui on fait appel dans le dispositif garantie d'activité aussi. Voilà. Tous nos partenaires accompagnent des allocataires du RSA, mais aussi d'autres publics qui demain peuvent tomber dans le RSA parce que leurs droits, leurs allocations, leurs petits boulots peuvent se terminer. Donc là aussi, on va essayer de demander à tous nos partenaires de mettre en place des mesures de prévention d'entrée dans le RSA. Alors que parfois ils font l'inverse. Quand il y a quelqu'un qui arrive, surtout est-ce que tu as bien tous tes droits dont ton RSA. Bon, on ne va pas leur interdire, bien sûr, mais aussi mettre en place des mesures de prévention d'entrée dans le RSA. Voilà un peu le programme qui va se profiler. Donc la prochaine étape, ce sera de rendre cette étude, de la partager avec, y compris nos élus, pour qu'ils comprennent bien, les entreprises, pour qu'ils comprennent bien, puis nos partenaires, institutions, l'État, les associations. Voilà l'étude qu'on a conduite et j'espère qu'on arrivera à en faire quelque chose, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais j'espère qu'on arrivera à en faire quelque chose. Voilà, merci. Merci. On va laisser la parole à Samuel Jaune, qui va nous parler de l'étude sur le recrutement des personnes en situation de handicap dans l'insertion économique de l'emploi. Voilà, donc il me reste à peu près 3 minutes, c'est ça, pour terminer? Non, je plaisante. Merci de l'invitation, merci de passer cette possibilité de partager. J'en profite pour dire le plaisir que j'ai à être ici avec Madame Chardot, parce que quand on fait le métier que je fais, donc directeur d'insertion en département, on travaille souvent sur du macro, sur plein de, on va dire, d'intentions administratives, mais quand on voit la complexité qui est parfois la convention de Calpaé et ce qu'on peut mettre en place, mais on est content de voir qu'on peut aussi permettre à nos acteurs chantiers d'insertion de venir présenter des retours d'expérience. Donc ça, c'est un petit préalable. Préalable aussi, je trouve que le sujet est particulièrement bien choisi, effectivement, sur mieux connaître pour mieux agir, parce que ce matin, à la fin de notre atelier, on avait nos clowns qui vont revenir en fin d'atelier qui ont brocardé nos administrations, promptes à faire des formulaires, des règles, etc. Et c'est pas faux, en fait, aussi. Mais je vous avoue que c'est mieux connaître pour mieux agir. C'est une question qu'on se pose longtemps, souvent,
tout le temps. On se la pose parce qu'on travaille pour nos publics. Alors, je ne suis pas en train de faire la défense de l'administration. Je dis juste que c'est le sens de notre travail quand même. Voilà, qu'on travaille pour nos publics qui sont multiples et protéiformes. On vient de parler des nouveaux entrants dans le droit. Moi, je vais parler des personnes en situation de handicap. Et puis surtout parce que depuis, même avant la crise Covid, nos publics, ils évoluent beaucoup. Leurs habitudes, elles évoluent beaucoup et on est tous bien placés dans nos cercles professionnels et personnels respectifs pour se rendre compte que la vie change très vite, les habitudes changent très vite et en fait, on est assez vite, nous, administration, dépassés par les évolutions de ces publics. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce petit préalable, effectivement, ici, cet après-midi, l'idée, c'était de vous restituer un travail qui a été conduit dans le cadre du plan de pauvreté, alors en 2021, mais il a démarré en 2020 en fait. Donc on a connu aussi, on a une unicité de traumatisme covidien. Mais c'est un travail qui a été conduit en 2021 et c'est une étude qui a été faite notamment pour mieux connaître la problématique des publics en situation de handicap et de leur accès à l'offre d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion. Rapidement, dans le contexte gardois, Gare, c'est plus de 700 000 habitants. C'est un territoire qui, bien que beaucoup plus urbain que celui de mon voisin, est très rural à bien des endroits. C'est un territoire donc très contrasté, 19,6% de taux de pauvreté, 5e département le plus pauvre de France, entre 28 000 et 29 000 bénéficiaires du RSA. Et qui représente à peu près 9% de la population en âge de travailler. Je leur dis parce que c'est important dans notre dynamique à nous de se reposer ça. Et pourquoi et puis un réseau d'acteurs qui correspond assez bien finalement à celui d'un territoire qui reste rural, puisque 40 ateliers chantiers d'insertion et un maillage assez complet, et j'ai envie de dire militant, dans les solutions apportées en matière d'insertion. Quand je dis militant, c'est par rapport à certains autres départements qui peuvent être plus urbains. On n'a pas de grosses structures qui portent des gros ateliers chantiers d'insertion. On a beaucoup de structures qui portent partout des dynamiques associatives qui, en fait, contribuent à la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et je trouve que c'est important à redire ici parce que, effectivement, c'est une force de l'ancrage de nos politiques dans la mise en œuvre, parce que on n'est vraiment pas dans une relation de donneur d'ordre à exécutant, mais bien sûr dans une relation partenariale. Alors pourquoi mieux connaître cette question des personnes en situation de handicap? Parce que on pourrait se dire que ça sort du cadre stricto sensu des bénéficiaires du RSA, mais tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que dans nos ateliers chantiers d'insertion, il n'y avait un tout petit peu plus que 4% de travailleurs reconnus travailleurs handicapés. C'est assez faible, et on sait par ailleurs au niveau national, donc c'est les études de la... Je développe les acronymes, Direction de la recherche et des études statistiques, la DRES, donc du ministère des Solidarités, qui dit que on a 29% des personnes qui souffrent de handicap qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on sait par ailleurs que le passage à l'âge adulte des personnes souffrant de handicap, s'il ne se fait pas autour de l'activité et de l'emploi, il est souvent source d'isolement social et donc d'autres problématiques qui génèrent d'autres accompagnements auxquels on ne peut pas forcément faire face. Donc l'idée était de se dire, partons de ces 4% et regardons ce qui pourrait être fait. On a pris un parti, on a conduit cette étude avec la DETS, et l'idée, ça a été de ne pas partir sur une étude de documentation et statistique, mais bien de partir sur une étude d'action qui s'est fait principalement au biais de concertation avec des gens qui font du design social. En réunissant sur plusieurs réunions et plusieurs instances de travail, le champ des structures professionnalisées dans l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap,
les acteurs de l'insertion par activité économique et les autres acteurs dont nous sommes partis, c'est-à-dire les prescripteurs, conseils départementaux, collectivités, pôle emploi, etc. Voilà. Première chose, et là aussi je veux dire comme ce que vous a dit mon voisin, on s'est rendu compte de choses qu'on savait déjà un peu, mais on a mis le doigt sur quelque chose. Mais dans le cas d'une étude où on a réuni les gens, finalement, on a mis le doigt sur le fait que les gens ne se connaissaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, que la possibilité que des travailleurs en situation de handicap puissent accéder à l'insertion par activité économique était quelque chose qui n'était pas connu de la part de Cap Emploi, y compris de nos propres collègues de la maison départementale des personnes handicapées. En fait, ça n'était pas un sujet. Donc, ouf, entre guillemets, parce qu'au travers de cette étude, on a levé quelque chose qui était effectivement possible. Du côté des structures d'insertion par activité économique. Ce que ça a mis en évidence, c'est que les encadrants, donc les personnels qui travaillent à l'Artothèque, mais ailleurs, ne savaient pas qu'ils pouvaient accueillir des personnes en situation de handicap et quel type de personnes qui étaient en situation de handicap ils pouvaient accueillir. C'est-à-dire qu'il y avait un frein initial qui était de se dire, je vais grossir le trait, donc je caricature, donc vous m'en voudrez sur les questions, mais en gros c'est déjà suffisamment compliqué avec des gens qui ne sont pas en situation de handicap pour qu'en plus on prenne des gens qui sont en situation de handicap. Et ils se sont rendus compte que le handicap est une notion qui est protéiforme et qu'il n'y a pas toujours des handicaps lourds, qu'il n'y a pas toujours des handicaps psychiques ou moteurs qui nécessitent d'avoir un appareillage dans l'atelier chantier d'insertion, une accessibilité des locaux, etc., qui serait un frein absolu. Donc, deuxième frein levé, et finalement la nécessité dans cette étude d'action, dont le résultat est assez intéressant dans la production finalement, au-delà de l'inventaire des différentes sources d'appui qui pouvaient exister, a été de se dire mais qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout de suite pour travailler cette question du meilleur accès des travailleurs handicapés à l'offre des ateliers chantiers d'insertion. Donc, premier élément et première chose qui a été mise en place était le recrutement d'une psychologue au sein du groupement des structures d'insertion par activité économique qui sont en capacité d'accompagner les structures de l'insertion par activité économique sur l'accueil de ces publics. Cette psychologue a été recrutée. Je me tourne vers des gens qui sont utilisateurs du GISAE, du GSIAE, du groupement d'employeurs en fait. Autre opportunité, l'idée d'avoir des temps réguliers d'échange entre ces structures aux échelles départementales et territoriales, et donc du coup de pouvoir faire des suivis réguliers sur quels sont l'état de remplissage de vos postes en ce moment sur les ateliers de santé d'insertion. Est-ce que, oui ou non, il y a de la place pour un tel et un tel? Et puis, de pouvoir rappeler et re-rappeler, parce qu'il y a du turnover dans les structures, en fait, que les périodes d'immersion professionnelle peuvent se faire dans les ateliers et chantiers d'insertion, en fait, et qu'elles ont une plus-value, notamment parce que l'atelier chantier d'insertion, à différence d'un autre type de structure d'accompagnement, propose un accompagnement social autour du projet d'accompagnement professionnel et que justement il est important pour ça. Et puis évidemment on s'est fait aussi nous-mêmes, collectivité, des préconisations, et en se demandant si nous-mêmes, ça on l'a pas encore fait, on pourrait pas mettre des critères, préconiser dans les critères de financement de nos ateliers chantiers d'insertion, réserver un certain nombre de postes pour des gens qui seraient en situation de handicap. Donc, ce que ça a initié cette étude par rapport à la connaissance des publics, ça a été la connaissance principalement des acteurs entre eux, la levée de voile sur les différents types de handicap et le fait que c'était protéiforme et que du coup il y avait des réponses adaptées à apporter en fonction des situations géographiques, des problématiques professionnelles, etc., etc.
Et puis, l'idée de créer cette synergie entre les acteurs, qui n'était pas évidente, et qui pourtant, quand on regarde la statistique nationale, est quand même plus qu'importante, parce que, toujours les chiffres dressent, hein, c'est 39% des bénéficiaires des minima sociaux qui sont en situation de handicap. Et si je dis ça au taux de pauvreté, à l'isolement, effectivement, ça devient un enjeu majeur. C'est ce que nous, on a souhaité porter, donc, pour dire le cheminement entre la contractualisation avec l'État et nos propres politiques publiques, dans un schéma qui sera voté après-demain, notamment sur le fait qu'on ne limite pas l'insertion uniquement aux bénéficiaires du RSA, et bien à l'ensemble des publics qui sont en situation d'exclusion sociale, dont les personnes en situation de handicap, en tout cas celles qui le sont. Voilà. Ce que je pourrais dire au vu de vos témoignages, c'est que en fait, les études que vous avez menées, soit au niveau local d'une structure, soit au niveau d'un type de public à l'échelle départementale, ça vous a vraiment permis de croiser les acteurs de votre territoire. Et j'ai l'impression que c'est quand même le point commun, la plus-value commune, de croiser des réalités qui vous sont propres, que vous connaissez en interne, mais pas forcément au niveau du territoire. Et le fait de croiser, ça permet de débloquer des choses et d'embarquer. Donc ce décloisonnement, pour moi, il est vraiment majeur. Vous parlez de la question du handicap qui n'est absolument pas connue, enfin mal connue. C'est quand même, ça surprend énormément, mais en même temps, c'est vrai, on ne croise jamais, quoi. Donc, je pense que l'intérêt de ces études, il est vraiment aussi sur le partage, la mise en partage et le faire ensemble, en fait, aussi. Hein. Donc, je pense qu'on doit vraiment garder cette entrée dans nos études à l'échelle locale, départementale, mais aussi régionale, je pense. Merci à tout le monde pour vos interventions. On va passer maintenant aux questions. On va faire passer un micro pour ceux ou celles qui souhaiteraient réagir aux interventions qu'il y a eu. Bonjour, Dr Joseph, médecin coordonnateur chez Occitadis. Donc, on est une association de soins. Donc, je relais, en effet, il y a des associations du handicap qui peuvent être présentes. Et on est content de rencontrer des associations qui travaillent plus dans le social, justement, pour se faire connaître. On fait des activités auprès des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc, si vous êtes intéressé sur ces sujets, les enfants et adultes. Donc, n'hésitez pas à nous rencontrer. J'avais 2 questions. Et je suis également médecin coordonnateur de trisomie 21 Haute-Garonne. Alors là, le dernier sujet m'intéressait particulièrement. Je me demandais si pouvaient avoir accès au chantier d'insertion économique des personnes qui avaient la AH. Est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils étaient en situation d'accès à ces chantiers ? Et puis pour l'étude du conseil départemental de l'Aveyron, je voulais savoir si l'étude était sur le profil des entrants dans le RSA, si l'étude avait été uniquement quantitative ou aussi qualitative pour voir quels étaient les freins. Enfin voilà. Alors, sur l'allocation adulte handicapé, effectivement, c'est compliqué de cumuler 2 sources de revenus. En tout cas, je me tourne vers ma voisine, mais de loin. Mais non, voilà, c'est ça. C'est pas forcément le sujet que je connais le mieux, hein, sur le cumul d'allocations. Mais c'est une question qui est importante, effectivement, parce que on parlait ce matin dans cet atelier ici, la déléguée interministérielle rappelait la force du modèle social, qui est un amortisseur. Elle disait, pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, on aurait un taux de pauvreté à 22%, et on est à 14% aujourd'hui au niveau national. Bon, j'imaginais ce que ce serait dans le Gard. Mais il ne faut pas non plus que les logiques allocataires soient des logiques enfermantes, et que du coup, elles deviennent ce qu'on appelle ces trappes à inactivité qui provoquent de l'exclusion sociale. Donc cette étude-là ne solutionne pas ce problème-là. En revanche, elle met le doigt sur quelle est la différence d'accompagnement et d'insertion sociale qu'on doit faire entre un bénéficiaire du RSA qui a peu de chance
de se réinsérer dans l'emploi et quelqu'un qui ne peut pas se réinsérer dans l'emploi parce qu'il est bénéficiaire d'une allocation qui ne lui permet pas de cumuler une allocation et un travail. Et de ce fait-là, j'aurais tendance à dire qu'il ne doit pas y en avoir et que pour nous, collectivités, l'insertion sociale doit être, en ce qu'elle doit réapprendre les codes de l'autonomie sociale, la sociabilisation, etc., est une priorité pour nos collectivités aujourd'hui, nos publics. Voilà. On ne quitte pas des yeux l'emploi, parce que c'est la première, comment dire, le premier facteur d'émancipation et d'autonomie, mais il faut que chacun puisse trouver solution d'insertion. Ça, c'est pour la première question. Après, je ne sais pas si vous en avez une autre. Oui, alors pour essayer de répondre, études qualitatives, quantitatives, oui, il y a eu beaucoup de chiffres. Et puis aussi, on a adressé sur un panel janvier et février 2021, on a fait un questionnaire pour justement avoir ces aspects qualitatifs. Quel est le motif? Qu'est-ce qui fait que vous êtes entré dans le RSA? Alors on retombe sur des choses qu'on connaît bien, problématiques de santé, perte de revenus liée à une perte d'emploi ou perte d'une allocation, le volet logement aussi, et les ruptures familiales. Voilà. Alors tout ça, je vous l'ai épargné là évidemment, parce que en quelques minutes, voilà. Mais l'objet de l'étude, c'était aussi de voir pourquoi, quel est le ou les motifs, parce que souvent tout va ensemble, hein. Quel est le ou les motifs qui font qu'on est entré dans le RSA actuellement, voilà. Merci. Benoît Prévost, Université Paul Vallière. Alors, pour rebondir sur la question de la délivrance ou pas d'un revenu, les collectivités et les conseils départementaux ont, me semble-t-il, une marge de manœuvre qui leur permet d'innover, et ça a été présenté dans une des tables rondes, de pouvoir délivrer un revenu complémentaire. Ça peut être le cas pour le RSA, donc peut-être que c'est le cas aussi pour l'AH, pour justement avoir une phase de transition qui ne soit pas décourageante et qui ne prive pas des ressources préexistantes. Donc, il me semble que ça, c'est possible. Mais j'avais une question. Vous parlez tout à l'heure d'un changement de représentation et de vision, notamment, vous évoquiez les élus. Est-ce que vous espérez qu'à travers vos études, qui vous permettent de mieux travailler a priori sur le terrain, vous allez pouvoir convaincre les décideurs de changer leur regard et donc de vous accompagner, très concrètement, de la mise à disposition de moyens matériels, humains et financiers pour justement mettre en œuvre ce que vous aurez pu observer sur le terrain? Est-ce que vous pensez, en tout cas, que ce travail d'études, de recherche, va pouvoir étayer un changement? L'étude, elle est un outil d'aide à la décision, et donc elle doit être le plus possible posée comme telle auprès de nos élus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, nous, techniciens, conduire des études qui nous permettent à pondre des stratégies sans partager le résultat des études. Après, la discussion sur les moyens, moi je dis toujours, pour travailler avec des élus depuis longtemps, le non-choix est un choix. C'est-à-dire que on propose des choses, on met en lumière des éléments. Je réfute en général donc, le fait de dire on va faire alors qu'on ne se donne pas les moyens de faire. Mais si on ne fait pas, on fait aussi un choix qui a un impact sur l'évolution de ces publics, sur l'évolution de son tissu social, sur la répercussion qu'on peut avoir sur d'autres types d'allocations. Et très clairement, quand je fais des séances d'arbitrage budgétaire, je présente les dépenses d'insertion comme étant un investissement qui permettent de faire baisser l'enveloppe d'allocation. Même si des effets cycliques qui sont quand même pas sur l'année, qui sont plutôt longs. Mais si on parle en économétrie, quoi. Mais du coup, oui, c'est quelque chose qu'il faut faire. En tout cas, c'est quelque chose que nous on pose, qui se pose évidemment plus facilement aujourd'hui, où on est un peu décadenassé entre guillemets en termes d'évolution de nos dépenses publiques par le gouvernement, encore que ça revient un peu à la charge.
qu'au moment des contrats de Cahors en 2017. Mais oui, l'idée, c'est toujours de se dire quel choix on fait et quel choix on ne fait pas, et quelles sont les répercussions des choix qu'on ne fait pas. Ça, c'est, en tout cas, moi, ma dialectique, ma rhétorique que j'ai systématiquement avec les élus. J'y arrive pas toujours, mais on essaye. Juste un petit mot pour compléter. On est bien, hein. Oui, hein, évidemment, mais bon, ça se fait pas tout seul, quoi. Les décideurs, enfin, on est nombreux là dans la salle avec plein de profils. Oui, il y a des décideurs, il y a les élus du département, le préfet, la préfète, il y en a. Mais il y a aussi nous, dans nos bureaux, dans tout ce qu'on écrit, les procédures, la manière de faire, et puis nos équipes de terrain qui reçoivent les personnes. Hein. Tout le monde décide de faire quelque chose, quoi. Trouver un système où tout le monde comprend ce qui fait... je ne sais pas combien vous êtes dans le Gard, nous, au niveau du département de l'Aveyron, pour 4500 allocataires du RSA, on est à peu près 90 travailleurs sociaux, plus une cinquantaine d'associations avec qui on travaille, plus tous les collègues de Pôle emploi. Donc ça veut dire que les décideurs, c'est toutes les personnes qui font quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'est toujours très compliqué. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est déjà de partager tous ces diagnostics. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on modifie un dispositif, qu'on met de l'argent ou qu'on n'en met pas, c'est d'être cohérent, quoi. Alors des fois, on y arrive quand même. Voilà. Mais c'est vrai que l'objet de ces études, c'est d'éclairer il faut toujours avoir du bon sens quand on fait les choses. Vous voyez, cette étude, on l'a commencée fin 2019, on est fin d'année 2022. Entre-temps, il y a des élections départementales qui sont passées par là. Hein. Les décideurs d'hier sont plus ceux d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commandé l'étude, d'autres qui la terminent. Voilà, ça fait partie aussi du charme, mais surtout de garder de la cohérence dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas toujours facile, hein, parce qu'après, les conclusions de l'étude, c'est aussi facile de les écrire, de les réécrire, quoi. Voilà. Mais ça fait partie du challenge, quoi. Et c'est toujours très compliqué, quoi, quand on travaille à plusieurs. Ouais. Heureusement. On évoque là les études d'action. Moi, je voudrais juste faire un éclairage sur quelque chose de complémentaire, qui sont les observations. L'observation, elle n'est pas préparatoire à la décision, mais elle permet effectivement de l'éclairer. Si je prends un exemple sur la protection de l'enfance, 92% des départements ont un observatoire. Malheureusement, un certain nombre de ces observateurs n'ont pas les moyens pour pouvoir fonctionner. Or, effectivement, on voit bien que la connaissance du réel est très complémentaire de l'étude d'action elle-même qui prépare l'action, qui prépare la décision. Et donc, toute cette objectivation du besoin permet d'éclairer. Après, ça me paraît normal que le décideur, avec des moyens contraints, fasse des priorités. Mais plus effectivement on sera en capacité de pouvoir souligner les besoins par l'observation d'un côté et par des études d'action de l'autre, plus effectivement les décideurs vont suivre. Bon, mais naturellement, c'est clair que c'est la distinction entre le sachant, celui qui apporte les connaissances, et le décideur. On le voit à tous les niveaux et cet écart, il reste légitime, mais je pense que c'est très important que l'action ne soit pas purement discrétionnaire en décidant, parce qu'on se réveille le matin, qu'on va se lancer dans telle action, et qu'au contraire, elle soit la plus éclairée possible. C'est la raison pour laquelle moi je suis très heureux de cette table ronde cet après-midi, et que je voulais juste faire la référence à la question d'observation, parce que je vous proposerai pour l'année prochaine que sur le champ de la protection de l'enfance, qui est pas mal secoué en ce moment, il y a encore un article ce matin dans la presse indiquant que la défenseure des droits s'est saisie de situations de non-suivi de décisions de juges des enfants dans les Hauts-de-France. On a vu récemment une émission qui a mis un peu le feu sur M6. Pour autant, on sait que les services font ce qu'ils peuvent, travaillent bien, mais je pense que ce sera utile qu'on puisse à nouveau croiser les regards d'un point de vue géographique, faire que les départements puissent se rencontrer sur ce sujet terriblement compliqué, et d'autre part, croiser les regards interprofessionnels avec les juges des enfants, les départements, les ARS, les DETS, l'éducation nationale, évidemment, qui doit être la première institution à faire des signalements. Et dans ce cadre, effectivement, tous les outils qu'on vient d'évoquer aujourd'hui autour des études d'action, mais aussi de l'observation, sont fondamentaux. Merci. Merci.
peut-être pour finir, on va vous poser peut-être une dernière question pour conclure. Donc, dans ces recherches-actions, donc vous avez expliqué que vous avez pu associer les personnes concernées par des enquêtes ou d'autres moyens. Donc, peut-être approfondir cette question sur les moyens pour travailler concrètement avec les publics concernés, donc que ce soit les personnes en RSA ou les personnes en situation de handicap dans leur envie ou désir peut-être d'accéder au chantier d'insertion. Rapidement, juste dire que dans le cadre de notre bientôt ex-programme départemental d'insertion, on avait un groupe citoyen de ressources sur l'insertion, qui était un groupe permanent, qui faisait partie des personnes qui en fait avaient été associées à la définition du PDI, donc programme départemental d'insertion, et qui étaient restés ensuite, alors qu'ils étaient restés, ils avaient été renouvelés, mais ce sont des usagers, donc des bénéficiaires du RSA, des bénéficiaires de minima sociaux, des publics de nos centres médico-sociaux, en fait, tout simplement, et que dans le cadre de notre... alors c'est une action qu'on a notamment portée dans le cadre du plan pauvreté, ensuite, et donc on a un prestataire qui est un animateur de ce groupe, et qui est en capacité du coup de faire émerger des choses. Donc on a imaginé de faire une formation à la participation, un certificat de formation à la participation, en imaginant que les gens qui ont participé à la définition de politique publique en fait, ont un savoir-faire dans l'animation de groupe, dans la concertation, quelque chose de valorisable en fait, dans leur recherche. On a été stoppé par le Covid, mais il y avait l'idée de faire des lieux ressources de pair à pair entre des bénéficiaires du RSA. Donc du coup, pour que les bénéficiaires du RSA puissent expliquer entre eux les problématiques, quelles sont leurs problématiques, et donc de mettre à disposition des lieux où vous pouvez se réunir, qui soient des lieux à eux. Voilà, et cette dynamique-là, on va enlever le I d'insertion parce qu'on va faire un S de solidarité, et effectivement, dans notre futur schéma, on a toute une action autour de ces groupes d'usagers qui, à l'échelle des territoires, à l'échelle du département, doit être en capacité de nous éclairer sur nos politiques. Et quand je dis nos politiques, quand je dis nous éclairer sur nos politiques, c'est que des fois, en fait, on réfléchit à des dispositifs. Alors, j'aime pas le mot dispositif. On réfléchit à des choses qu'on veut mettre en place, et on aurait bien besoin de les tester. On aurait bien besoin de les prototyper, de se dire qu'est-ce qu'en pensent au fond nos publics. On va dématérialiser tel ou tel type de demande d'aide. On aurait besoin d'un retour. Alors c'est pas le retour client usager qu'on fait dans les enquêtes commerciales, mais ça s'en approche, et c'est comme ça qu'en fait on arrive à faire de la bonne politique. En tout cas, on essaye de le faire. Voilà. Je vais essayer de vous répondre, mais je sais que c'est un problème et j'ai pas de réponse. On a essayé de savoir les usagers, ce qu'on fait, est-ce que c'est bien pour eux. C'est vrai que c'est légitime parce que quand on voit qu'on a un public fidèle, dans un département de l'Aveyron, sur 3/4 de nos allocataires du RSA sont là depuis plus de 2 ans, dont plus de la moitié d'eux depuis plus de 5 ans. Donc c'est vrai que c'est pas qu'ils sont bien, c'est ce qu'on fait. Il faudrait qu'on trouve autre chose, il faudrait arriver à leur demander. On l'a pris par tous les sens, j'y suis pas encore arrivé. Voilà. C'est pas faute de... mes collègues de l'État sont là, et il faut le faire, ça fait partie des politiques, je le sais, mais je sais pas comment faire. On a fait des questionnaires, on essaye de les associer. Voilà. On a mis un peu d'espoir dans le service public de l'insertion ou de l'emploi, où on va créer des clubs de l'insertion territoriaux, dans lesquels peut-être les usagers, on pourrait les inviter. Mais c'est tout un esprit, une préparation, faire venir quelqu'un comme ça pour lui dire qu'est-ce que tu en penses, déjà nous. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. À titre perso, je ne vais pas embarquer toute l'équipe avec moi, je ne sais pas comment le prendre. Voilà. Et voilà. C'est bon comme réponse. Parce que c'est vrai. Mais je trouve ça très important ici de souligner, donc on a tous cette volonté de vouloir créer un pouvoir d'agir collectif de la part des acteurs, des principaux concernés. Et c'est vrai qu'on a très peu de moyens aujourd'hui qui en ressortent, de vraiment comment faire et quels moyens est le mieux adapté en fonction des publics. Alors que ça soit avec des personnes en situation de handicap
ou des personnes du RSA, on va forcément... Donc on veut bien faire quelque chose de global, mais forcément ça sera toujours individualisé sur un certain territoire, de manière très locale. Donc je comprends, mais c'est déjà très très bien de reconnaître que voilà, on manque d'outils. Et aujourd'hui on est toujours en pleine recherche, et c'est notamment avec la mutation des accompagnements ou des formations aussi que... Voilà. Bon. Je peux peut-être intervenir. Je pense que en travaillant beaucoup plus de façon en synergie avec les acteurs du territoire, on peut aussi s'appuyer sur des espaces de parole qui existent au sein des associations, au sein d'efforts de médiation. Et d'après moi, il y a une possibilité de mobiliser des publics pour avoir des temps d'échange. Sauf qu'il faut vraiment travailler avec les partenaires du territoire. Et puis après, moi, je peux témoigner de la manière dont on s'y prend dans la politique de la ville. Donc nous, on est un centre de ressources, on fait des enquêtes auprès des habitants, on fait un travail de collecte de parole. C'est du groupe de parole, justement, en allant interroger des personnes qui sont déjà volontaires, on n'impose rien, mais on va sur des groupes qui sont déjà constitués, c'est-à-dire on intervient sur des cafés des parents, voilà, on va chercher des lieux où il y a déjà une dynamique pour pouvoir faire des focus group, poser des questions générales à des groupes, où on va carrément faire de l'entretien individuel. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent. Nous, non, mais quand vous le faites au niveau du conseil départemental, c'est un vrai budget. Mais peut-être en travaillant en synergie avec des structures partenaires du territoire, il y a moyen de faire des choses. C'est peut-être une entrée, quoi. Bon, après... Bonjour, juste une intervention par rapport à l'entrée pour mieux travailler et remobiliser les gens. Alors c'est à la mode, on parle de pouvoir d'agir, mais je pense que à l'heure actuelle, les gens, pour être mobilisés, il faut qu'ils y trouvent du sens, il faut qu'ils comprennent. Et en se plaçant du côté des usagers, je trouve que c'est très compliqué à l'échelle territoriale, enfin départementale, etc., de comprendre qui fait quoi. Parce que je pense que vous faites un micro-trottoir et vous demandez aux gens quelles sont les compétences du département, quelles sont les compétences de la mairie, quelles sont les compétences des EPCI, etc. C'est quand même très ardu. Donc, pour prétendre à leurs droits ou pour arriver à comprendre du sens, etc., déjà, il faut arriver à comprendre qui fait quoi, surtout quand on est dans des parcours, comme vous dites, de rupture. Parce qu'effectivement, tous les bénéficiaires qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'insertion, de l'ASE, etc., c'est souvent des parcours de rupture, séparation, maladie, divorce, décès, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est peut-être essayer de trouver du sens à ce niveau-là. Et après, je pense que ce qu'on a perdu énormément depuis des années en travail social... effectivement, c'est l'articulation et la coordination. Le numérique est arrivé, alors certes, il a été positif pour plein de choses, mais il a aussi favorisé le délitement des liens sur le terrain, parce que de toute façon, pour avoir accès maintenant à tout un tas d'institutions ou de partenaires, on est sur des plateformes, on est sur des numéros verts, etc. Et ça, c'est très problématique et très chronophage quand même pour les travailleurs sociaux au quotidien pour dénouer les situations des personnes. Et sur des situations qui pouvaient être dénouées auparavant, quand on travaillait un peu plus, on va dire, en lien d'humain à humain, et qui finalement allaient rapidement et faisaient gagner du temps et de l'argent, des fois on perd un temps fou. Voilà. Et donc, je pense qu'une des solutions, ce qui a été dit effectivement, c'est l'interconnaissance de chacun, une meilleure articulation, une meilleure coordination, aussi entre les partenaires institutionnels, de savoir qui fait quoi, comment, pour arriver à trouver des solutions innovantes et où on est complémentaires. Et je pense qu'il y a plein de solutions qu'on peut faire ensemble. En
en n'ayant pas forcément des moyens financiers non plus extraordinaires, parce que plus on est nombreux, plus on va mieux réfléchir, plus on va pouvoir cofinancer aussi peut-être, et apporter des solutions les plus adaptées aux besoins du territoire et des populations. Et peut-être aussi permettre de retrouver du sens au niveau du travail social. Parce que je parlais du sens pour les usagers, mais il y a une perte de sens au niveau du travail social aussi, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Bonjour, Virginie Durand, département Haute-Garonne, cellule SPIE. Pour répondre à Madame sur l'AH, il y a un cumul d'AH et d'activité pendant 6 mois. Voilà. Et ensuite, on recalcule. Moi, ma question, c'était quid, dans tous ces travaux d'études, de l'implication du monde de l'entreprise et des services de développement économique des collectivités qui sont sur vos territoires. Ça, c'est une bonne question. Ça. Oui, on y vient. Vous êtes du service public de l'insertion et de l'emploi. Donc nous aussi, au département de l'Aveyron, on a été retenus dans la première vague et c'est un des objets. Service public de l'emploi existait. Voilà, c'est les institutions, missions locales, Cap Emploi, État, Pôle Emploi, département. Mais le service public de l'insertion et de l'emploi, faire en sorte de rapprocher le monde de l'entreprise avec Donc on a tout un programme, par exemple au niveau du département, de faire en sorte de rapprocher l'offre et la demande, parce que on a vraiment ça va avec la complexité de ce que vous avez dit, Madame, tout à l'heure, de nous faire connaître auprès des entreprises qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est notre offre de service. C'est vrai que quand on présente contrats aidés, contrats ceci, cela, PMSMP, on perd tout le monde. Hein. Donc on a un travail pédagogique à faire entre nous pour expliquer comment on peut aider les personnes, comment on peut aider les entreprises et rapprocher l'offre de la demande, puisque vous êtes au département de la Haute-Garonne, si j'ai bien compris. C'est comme au niveau des autres départements. Il y a des métiers en tension de recrutement, l'aide à domicile, les aides en établissement, les aides à la personne, même le métier de travailleur social parfois. Voilà, donc on a vraiment cet esprit de se rapprocher de l'entreprise et on travaille depuis quasiment un an et demi. On a multiplié par exemple les forums de l'emploi, voilà, des rencontres de l'emploi, des job dating, à plein de formats différents avec des communautés de communes. Voilà. Alors c'est un travail qui est un petit peu nouveau pour les services du département comme nous, parce que sortir de nos bureaux avec une approche emploi, aider quelqu'un à remplir son CV, lui dire voilà le métier, comment te vendre, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément faire, surtout pour nos publics qui ont un profil très social, mais c'est des choses qu'on apprend à faire. Et là on est sur les prémices, mais demain, je ne sais pas comment va se passer la démarche France Travail, notamment sur lequel on nous invite à postuler. Je ne sais pas si la Haute-Garonne l'a fait. Voilà, ça va dans ce sens-là de rapprocher les entreprises des publics qui recherchent un emploi, et au milieu, il y a les institutions qui sont là pour lever les freins. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, le chemin est... On a fait la flèche droite, là, mais c'est nécessaire, de toute façon. C'est important aussi d'expliquer aux entreprises, moi je le dis toujours avec mes mots, on ne peut vous proposer que les gens qu'on a. Hein, donc le mouton à 5 pattes, on ne l'a pas chez nous. On n'a que des gens qui ont des difficultés. Et c'est important de leur expliquer qu'on ne peut vous proposer que les gens qu'on a, avec leurs problématiques sociales, de santé, que ce soit dans le corps ou dans la tête. Quoi, voilà. Mais vous avez raison, hein, on y va. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. C'est peut-être un peu réducteur de dire que les gens au RSA n'ont que des difficultés et aucun atout. Oui, j'appuie un tout petit peu. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord sur. Voilà, on peut proposer pour les entreprises en immersion, mais c'est vrai. Voilà, on se rend compte, et surtout à la fin d'un parcours en IAE, que voilà, des problématiques qui ont pu faire que la personne est arrivée au RSA, vous en avez parlé, à rentrer dans un parcours d'insertion. Voilà, c'est quelquefois peut être au moment du lien avec l'entreprise. Nous, on a eu, mais je pense que ça a été surtout le territoire, hein, la journée Les entreprises s'engagent. Et je sais que sur le Gard, on a notamment travaillé avec l'association FASGAR et d'essayer de faire, peut-être de faire les rapprochements pour qu'effectivement l'IAE, ça s'est passé la semaine dernière,
l'IAE le fonctionnement de l'IAE soit mieux connu des entreprises, et puis de l'autre côté aussi que l'IAE connaisse aussi les les encadrants, les gens de terrain, sachent mieux aussi les contraintes en recrutement, etc. Et puis se faire le lien. Je voudrais aussi qu'il se passe pas mal d'actions, on a ça sur le Gard, de parrainage de gens en entreprise et qui peuvent à certains moments aider, notamment pour la préparation d'entretien et d'aller vers l'emploi, de façon pour vraiment faire un maillage le plus fin possible entre le parcours IAE et la sortie vers un emploi, par exemple. Merci. On va écouter la dernière question. Oui, bonjour. C'était pas tout à fait une question qu'un témoignage. Je travaille dans une association qui s'appelle La Fève et j'ai eu la joie de coordonner une grosse préfiguration l'année dernière. Et j'avais envie de partager en tout cas cette analyse. On arrivait sur un quartier prioritaire et sur des colocations notamment étudiantes. Et la question, c'était quel était le besoin des habitants, quel était le besoin des associations et comment pouvaient percevoir ces habitants d'arrivée d'un public nouveau, et puis nous, qu'est-ce qu'on venait faire au milieu. Et du coup, on a travaillé longtemps, ça a duré plus de 6 mois sur ce travail de préfiguration. Et j'ai l'impression que ce qui a marché, et ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche, c'est qu'on est passé par différents outils. On est passé par des focus group pour prendre le temps d'une approche qualitative, et avec les habitantes et avec les étudiants. Mais on est aussi allé voir les institutionnels. On a travaillé sur une grosse enquête quantitative avec un questionnaire qui était passé auprès de plus de 500 personnes. C'est beaucoup pour une association de faire passer une enquête auprès de 500 étudiants. Et puis, on a aussi fait un diagnostic territorial plus globalement. Et j'ai l'impression que dans ce travail que vous avez évoqué de construire, ou en tout cas d'étudier avant d'agir, cette approche multifocale, elle était importante pour que ça marche. Parce que ça nous a permis de recouper des infos et qu'on n'aurait pas eu les mêmes points de vue si on s'était contenté d'une approche quantitative ou une approche uniquement qualitative. Et j'ai l'impression que c'est important à retenir. Et puis le deuxième point qui est important, en tout cas en tant qu'asso, c'est que aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est une plus-value que d'avoir 6 mois de travail en amont, que c'est un bailleur social qui a permis cette préfiguration. Et qu'aujourd'hui, il y a peut-être un clin d'œil aux institutions pour dire qu'effectivement, c'est un coût supplémentaire qui peut être demandé, mais qu'à moyen terme, c'est quelque chose qui permet une action beaucoup plus ajustée aux besoins, et qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on arrive à le prendre en compte, notamment en termes de financement. Voilà. Merci. On n'a plus d'autres questions. On va pouvoir accueillir 2 travailleuses, je crois. Alors, il y en a qui n'étaient pas là, peut-être, ce matin. Hein? Il y en a qui n'étaient pas là? Il y en a 2, 3. Il y en a plein qui n'étaient pas là. Bon, il y en a plein. Hein. Ouais. Donc, on va se représenter en chantier, comme vous. Bouni. Voilà, c'est moi. Et Doc, voilà, c'est ma collègue. Alors, nous, on écoute tout ce qui est dit. Et puis, on ne comprend pas toujours tout. Mais on résume bien. Et alors là, on va faire une étude en live, en direct, parce qu'en fait, on a eu une formation accélérée depuis ce matin. Et on fait une étude de territoire. Voilà, pour commencer, observons le territoire. Comment pouvons-nous constater? Qu'il y a des vides. Il y a des sacrés trous. Hein. Il y a un sacré trou. Hein. Alors, il y a des petits regroupements. Là, il y en a qui... administratifs, il y en a qui sont isolés. Oh. Voilà, un jeune isolé. Monsieur, est-ce que vous voulez bien venir? Parce que c'est vrai quand même, l'important, elle le disait, la dame, c'est de faire connaissance. Mais oui, voilà. Alors, venez. Si vous êtes chacun dans votre coin, comment vous pourrez travailler ensemble? Voilà, venez faire connaissance avec madame, là. Mais voilà. Mais elle sera moins isolée aussi. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais vous, derrière aussi, vous êtes très isolés aussi. Et alors, bon, des fois, un peu, c'est ceux qui veulent se tirer vite fait. Ils se mettent au fond. Hein, ou qu'on peur qu'on les alpague. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, regroupez-vous.
On peut observer que vous êtes un peu éloignés les uns des autres. Voilà, c'est ça. Alors, qui que ce soit, alors l'association machin avec le conseil départemental qui veut pas parler au mec du conseil régional, qui veut surtout pas avoir la dame du CPAM, etc. Mais ça, il faut pas le faire. Regardez tout le mal qui se donne, tous ces... voilà. Il faut Ils savent pas quoi faire. Des stratégies. Voilà. Ils sont ça stratégiques. Ben oui, ils mettent des pions dans des cases. Ça, non, on va faire plutôt Voilà. comme ça. On va faire plutôt comme ça. Ils se prennent le chou à fond la caisse. Ben oui, ça c'est vrai. Vous m'avez pris le chou cet après-midi. Hein. Ça, on peut le dire hein, quand même. Oui, elle est encore sensible. Oui, c'est pas facile. Hein. Moi, ça me fait... C'est toutes ces études, tous ces questionnaires, tous ces machins. Il n'y a pas un vrai pauvre ici à qui on pourrait vraiment poser la question. Alors, ça fait quoi d'être pauvre? C'est ça, il pourrait nous le dire. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, la stratégie? Hein? Par exemple, imagine t'es pauvre. Oui. Voilà, reste là, reste à ta place, que du coup t'es concerné. Tu vois, comme ça, t'es avec eux. Hein? Alors, vous êtes content, on s'occupe de vous? Oui, ça oui, je suis contente que s'occupe de moi. Mais des fois, je ne sais pas où aller. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, nous on a fait une étude. Ah, les sortes du pauvre, là, on va prendre de la hauteur. Hein, parce que c'est ça les études. Ouais, en fait, voilà, on est des observatoires. Voilà, alors en premier, voilà, on a bien compris qu'il y avait des observatoires. Voilà. Mais, tiens, c'est quoi cet observatoire? Je la connais pas. J'observe un autre. Je m'occupe de la santé. Ah. Attention, monsieur scoliose, hein, non, attention. Vous allez vous faire les genoux, attention. Attention. Ouh là 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 là. Manque de sommeil. Ah. Bon je vais continuer à m'occuper des cas isolés parce que moi je suis l'observatoire des cas isolés. Voilà, hein. Alors combien il y en a? Regarde. Même Monsieur Pélisson. Beaucoup d'anxiété de ce côté. Doc, Monsieur Pélisson est isolé, c'est quand même dingue. Ce pauvre commissaire, perdu au milieu du conseil régional, qui essaye de regrouper tout ce putain de monde. Et ils restent tous dans leur coin. Mais qui êtes-vous, madame? Moi, je suis l'observatoire de l'isolement social, justement. D'accord. Écoutez, on est quand même un peu loin. Oui, rapprochons-nous. Oui, rapprochons-nous, c'est ça. Observons-nous. Oui. Oui, bonjour. Ah bah oui, des bons... J'ai des valeurs, moi, madame. Et moi, des pôles de compétences. Ben oui, moi aussi. Puis j'ai un putain sacré bassin de l'emploi. Ça, c'est vrai. Je pourrais le profil. De dos, ça marche aussi, le bassin de l'emploi. Regardez. Remarquez, vous en avez un pas mal. Oui, ça fait bien. Hein. Si nous regroupions nos observations et nos études. Oui, mais je pense que ce qui serait le mieux, ça serait de faire ça, voyez-vous. Ah oui, on va changer de point de vue. C'est ça. Eh oui, voilà. Vous verrez la vie en rose, peut-être, avec des étoiles. Ah oui, ça... Oh là 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 là. Ah oui, c'est pas la même, là. Oh là là. Ah oui, non, mais je comprends bien. Je comprends bien, les scolioses, c'est parce que si t'habites avec ton colocataire, ça serait mieux. Voilà, ça y est. Il serait pas isolé comme ça, il serait soutenu. Mais oui, l'accès aux soins. Voilà. Ça, on le voit. Même eux, on sent qu'il y a une petite différence pour eux. Hein. Oui, c'est ça. C'est dingue. Bon, alors, non, il faudrait quand même arriver au moment où on montre notre étude. Oui. On a travaillé. On y va? Oui. Allez. Notre mapping. On va essayer de ne pas vous contrarier, monsieur, parce qu'on a vu qu'on vous avait contrarié ce matin. Sur l'administration. On ne tape pas sur vous, c'est juste l'administration. C'est juste l'administration. Nous aussi, ça nous énerve. Oui. Nous aussi, on est des citoyens, qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'ils foutent au conseil départemental ou à la préfecture? On nous dit rien. De qui est responsable, de quoi et de qui et qui fait quoi. Allez voir monsieur machin, madame machin. Alors attends. Merde. Donc, je vais poser ça parce que, voilà, je reste en chantier, mais voilà. Alors attends. Là, on va leur montrer à eux d'abord, pour qu'ils comprennent. Mais je pense qu'ils vont comprendre. Bon, quand même, ils ont fait des études, c'est des instruits.
Parce que nous, on vient juste de faire la formation. Alors, attends. Voilà. Attends, on va le faire. Oh, attends. Déjà, il y a une fracture numérique dans la souris qui est tombée. Voilà. Voilà, t'as fait, regarde, on fait le tour pour bien montrer tout ce qu'on a. Alors, voilà. Ce que vous pouvez observer, c'est le tissu social. Voilà. La pauvreté. La pauvreté. En gros, voilà. Donc, que pouvons-nous observer? Retourne encore. Que pouvons-nous observer? Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on observe? Alors, Oui. Est-ce qu'il y a un profil? Non. Hein? Il n'y a que des besoins. Eh oui. Oui. Et si on arrête avec le profil, c'est vrai qu'il y a des besoins. Par exemple, là, c'est quoi ça? La santé. L'accès aux soins. L'accès aux soins. Voilà. Ça. Voilà. Ça. L'accès à la culture. Voilà. Voilà, on peut aller au concert, au cinéma, on va aller, hein? Pas que du travail. Voilà. Ils veulent les faire que bosser, les pauvres. Ils ont envie de s'éclater, un peu aussi, les pauvres. Pas que de travail. Regardez, les accidents de la vie. Ça, c'est horrible. Voilà. Et ben, on a des besoins d'accidents de la vie. Voilà, c'est le budget qui rétrécit. Regardez-moi ça. Comment on va passer Noël? Tu vois, la vieillesse. Oui. Ennemie qui nous attrape. L'enfance. Maltraitée. Maltraitée. Voilà, malheureuse. Oui. Ravagée. Ça, voilà, c'est... les sept plaies d'Égypte, les maladies, les Covid, les malariales, la tuberculose, d'accord. Il y a ça. Ça c'est quoi? Oh, le décès. Le décès. Alors, et puis alors. Et ça. Et puis alors, ça c'est l'amour. C'est l'amour, ça. Oui, parce qu'on a besoin d'amour aussi. Quand on est pauvre. On n'en parle jamais dans les administrations. C'est pour ça que ça nous énerve. Voilà. Et puis alors, il y en a, on n'en avait pas. Alors attends, c'est le besoin de manger. Oui. Aussi, c'est quand même super important. Mais on de se loger. On n'avait pas de trucs à manger. On avait mangé dessus. On nous en a pas donné. Et puis de se loger, tout ça, c'est l'immeuble. Il y a encore la fracture numérique, regarde. Ouais, oui, mais ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Ça fait 2 fois que ça tombe. C'est pas au point. C'est pas au point encore, voilà. le numérique. Va falloir acheter des pinces à linge qui tiennent. Voilà. Alors, bon, une fois qu'on a constaté ça, bon, alors, que faire? Moi, je pense qu'on peut faire... Voilà, ce qui se passe, c'est que tout ça, il bosse ça. Ah oui. Tu vois, ça. Hop. Ah oui, au ministère. Hop là. Attends, je t'envoie ça au conseil régional. Oh Attends, conseil départemental. Je t'envoie ça à Pôle emploi. Tiens, ça je te l'envoie à la CPN. Non mais là je te renvoie à Pôle emploi. Non mais, voilà. Moi je te renvoie à la CAF. Ah oui, CAF, Pôle emploi. Voilà. CAF. Pôle emploi. CAF. Pôle emploi. CAF. Ah, il y a l'accès aux soins qui s'est cassé la gueule dans le machin. Merde. Bon, alors attends, on va changer. Ouais. Ça va être mieux. Ouais. Après. Hein? Maintenant, France Travail. C'est mieux? Je sais pas. Là, j'ai pas de réponse. Là, j'ai pas de réponse. Ça va peut-être faire un trou dans le budget, France Travail. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça le truc, ouais. Non, parce qu'il va falloir changer les logos, les enseignes, les machins. Ça va coûter un bras, ça. Eh ouais. Mais, bon, comment faire? Aveyron. Il se pose plein de questions. Vous savez bien poser les questions, monsieur. C'est formidable. Mais c'est bien, oui, moi, il est honnête, il n'a pas toujours les réponses. Voilà. Faudrait former des gens pour les réponses. Les travailleurs. Oh, pardon. Écoute, alors attends. On a eu quand même ce matin une piste par la madame de... Attends. De la madame du ministère. Oui. Hein? Non, il ne voit pas. Vous voyez pas? Alors, attends. On va leur sortir. Ouais. Grâce, mesdames et messieurs, à ceci, fourni par l'État. Ouais. Alors là, c'est le ministère des Solidarités, de l'Emploi, de la Santé, de tout. Il y a là-dedans.
il y a tous les ministères, tous. Il y a le conseil régional, le conseil départemental, la CPAM, la MSA, la MDPH. On a à peine parlé, la mission locale. Parce que l'accessibilité physique, visuelle, auditive et tout le bordel, oui. On en a parlé aussi. Donc il le faut en plus du reste. Donc là, nous avons, mesdames et messieurs, le maillage pour tous. Pour tous. Et voilà, jeu de mots. Et grâce... Ils n'ont pas tout compris, des fois il faut expliquer. Hein, voilà. Ils n'ont pas eu la formation encore. Voilà. Alors grâce à ce maillage, regardez, hop, hein, tout est maintenu. Et voilà. Et même si on doit faire un demi-tour dans la vie, hop, eh ben, hop, là, on est maintenu. On est maintenu. On est aidé. On est aidé de partout. Voilà. Et on retombe pas dans le RSA. Et voilà. Parce que si c'est bien ficelé, voilà, ni on ne tombe, ni ne retombe. Parce qu'il paraît que c'est une chute, le RSA. Des fois, ça pourrait être un tremplin. Oh là, j'ai dit un truc qu'il fallait pas, là. Je sais pas ce que vous voulez là. Mais bon. Si, ça peut... Non. Oh, mais je sais pas. Bon, alors, de toute façon, dans le pire des cas, ouais. Bon, alors, on va leur laisser symboliquement, c'est important qu'ils aient le visuel. Si jamais ça marchait pas... Le maillage. Le maillage, bon, on a encore ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors on compte sur vous pour chanter. Ouais. Plus près du pauvre, bon Dieu, plus près du pauvre. Tout le monde avec nous. Plus près du pauvre, bon Dieu, plus près du pauvre. Alléluia. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, restez groupés dans notre Dieu. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous avais prévenu. Donc là, on va reprendre dans 15 minutes. On se rejoint tous ici pour une dernière conclusion de la journée de la conférence. Merci beaucoup. Intervention et développement social avec le monsieur qui a posé la question où il n'y avait pas vraiment de question. C'était notre stratégie. Ouais,